Qu'est-ce que le périnée? On entend par périnée l'ensemble des parties molles fermant en bas la cavité pelvienne. Il est composé de muscles, de fascia et d'organes génitaux. Le périnée joue des rôles majeurs dans les fonctions urinaires, sexuelles et digestives. Pour comprendre l'anatomie et les fonctions multiples du périnée, il faut partir du squelette qui entoure les viscères du tronc. Les viscères du tronc, que l'on voit apparaître sur cette reconstruction, occupent le thorax, la cavité abdominale, qui se poursuit vers le bas par la cavité pelvienne. Il existe des enveloppes osseuses et musculaires fermant latéralement et en avant les différentes régions du tronc et permettant ainsi de maintenir les viscères en place. La cavité pelvienne est la partie du tronc qui est entourée par le bassin osseux que l'on voit sur cette image. Il existe des structures complexes qui vont fermer en bas cette cavité en constituant le périnée. Pour découvrir la zone que couvre le périnée, faisons maintenant tourner le bassin osseux de manière à découvrir la cavité pelvienne sur une vue supérieure puis inférieure. Sur ce schéma apparaît en orange la zone couverte par le périnée. Le périnée est composé en premier lieu de structures musculaires. Celles-ci vont s'organiser sous forme d'un plancher musculaire à plusieurs parties dont la principale est constituée du muscle élévateur de l'anus. Ce plancher musculaire ou muscle élévateur de l'anus assure plusieurs fonctions essentielles. Il supporte le poids des viscères contenus dans la cavité abdominale et pelvienne, principalement le rectum, le vagin, la vessie et l'urètre. D'autre part, le muscle élévateur de l'anus ménage des orifices pour que ces mêmes viscères puissent communiquer vers l'extérieur. Ces orifices doivent notamment permettre aux matières fécales et à l'urine de pouvoir s'évacuer. L'une des fonctions du muscle élévateur de l'anus est de se comporter comme un diaphragme qui s'ouvre au moment de la miction ou de la défécation et reste fermé le reste du temps. On comprend alors que toute défaillance de ce muscle peut entraîner des pertes accidentelles d'urine ou de matière fécale, voire une descente d'organes si ces orifices sont trop larges. On note au passage que le muscle élévateur de l'anus porte mal son nom car il interagit avec l'anus mais aussi avec le vagin, l'urètre et la vessie par les orifices qui ménagent pour ces organes. Alors nous allons maintenant regarder une vue inférieure du bassin pour décrire le reste du périnée. On retrouve alors le muscle élévateur de l'anus. Celui-ci présente plusieurs parties. Ici sa portion puborectale, sa portion pubocoxygienne qui se termine en arrière sur le coccyx, et enfin sa portion iliocoxygienne plus large. Les muscles du périnée contiennent aussi des sphincters, sphincter strié de l'anus et sphincter de l'urètre, non visibles sur cette image, ainsi que des muscles proches de l'entrée du vagin, les muscles transverses. On peut donc voir les orifices que laisse passer le périnée pour les organes pelviens. En avant, la fente dite urogénitale pour le vagin et l'urètre, et en arrière, l'orifice pour l'anus. Tous ces orifices étant bordés de sphincters propres, agissant de manière synergique avec le muscle élévateur de l'anus. On voit aussi apparaître sur cette image les premières structures non musculaires du périnée qui bordent l'orifice vaginal et sont représentées par les formations érectiles, corps caverneux et bulbe vestibulaire en gris. Ceux-ci vont se rejoindre en avant de l'orifice vaginal pour former le clitoris. Étant donné ces multiples fonctions, on comprend que le périnée est une zone très innervée pour faire fonctionner les muscles, les sphincters et pour donner les sensations génitales. C'est aussi une zone richement vascularisée. Les muscles du périnée sont doublés d'aponévrose et de fascia.
Le périnée est aussi formé de tissus adipeux d'aspect jaunâtre, comblant cet espace autour du canal anal que l'on nomme la fosse ischio-rectale. Enfin, la peau représente la dernière enveloppe du périnée. Par définition, on définit deux zones distinctes du périnée, limitées par une ligne virtuelle allant d'une tubérosité ischiotique à l'autre. Le périnée antérieur laisse passer le vagin et l'urètre, c'est le triangle urogénital du périnée. En arrière de cette ligne, c'est le triangle postérieur ou triangle anal du périnée. Nous allons maintenant voir ces mêmes structures sur une coupe sagittale afin de comprendre l'une des fonctions principales du périnée qui est d'assurer la continence urinaire. Sur cette vue sagittale, nous allons placer successivement les muscles du périnée, ici le muscle obturateur interne, puis le muscle élévateur de l'anus, qui constitue l'élément principal du plancher périnéal, supportant tous les organes pelviens. Il supporte notamment, d'arrière en avant, le rectum, le vagin, l'urètre et la vessie. On voit sur ce schéma que la paroi antérieure du vagin supporte le canal de l'urètre. À chaque effort que vous faites, comme par exemple un effort de toux, de rire ou une poussée abdominale, il se produit une augmentation de la pression à l'intérieur de l'abdomen qui va appuyer sur la vessie de haut en bas. Cette pression se répercute sur le canal de l'urètre. La paroi antérieure du vagin, grâce à ses attaches sur les muscles du périnée, et plus particulièrement le muscle élévateur de l'anus, s'oppose aux forces de pression abdominale. Par conséquent, à chaque effort de toux, l'urètre se trouve comprimé entre les forces de pression abdominale et le vagin amarré au plancher périnéal latéralement. C'est l'un des mécanismes qui permet de verrouiller l'urètre et d'éviter que les vessies n'aient des pertes lorsque vous faites des efforts. Cependant, ce mécanisme est fragile et au décours d'un accouchement traumatique ou d'un traumatisme pelvien, il se peut que le vagin soit fragilisé ou que ses attaches sur le périnée soient défaillantes. Il n'y a donc plus de force s'opposant à la pression abdominale. Et c'est alors que les fuites apparaissent à l'effort. Vous pourrez trouver sur ce site d'autres informations concernant les anomalies périnéales et les troubles de la statique pelvienne ainsi que leur traitement.